Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et cette semaine on est au centre psychothérapique de Nancy. Je suis dans la salle multisensorielle, il y a pas mal de bulles tout autour et on va parler d'un trouble spécifique, le TDAH. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à nouveau en présence du docteur David Masson. On avait déjà fait plusieurs vidéos ensemble. Là, on est au centre psychothérapique de Nancy. On va parler de quoi dans cette vidéo? On va parler du TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-ce que David, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que ce trouble-là? Déjà, c'est pas un effet de mode, parce qu'on le voit beaucoup sur Internet en ce moment. C'est un authentique trouble dont on a des descriptions en fait assez anciennes, parce qu'on a des descriptions depuis le XVIIIe siècle, on parlait d'attention volubilis, et avec des descriptions du début du XXe même, mais qui retrouvent une dénomination plutôt récente et des descriptions plutôt récentes. Et c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans nos exercices et qu'on doit apprendre je dirais, à mieux connaître. Et c'est vrai que moi, de mémoire, lorsque j'étais à la fac de médecine, j'ai pas notion en fait d'en avoir vraiment entendu parler en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez récent. Hein. Est-ce que tu peux nous dire si c'est fréquent? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées? Ah bah oui, parce que c'est quand même 8% près des enfants, quand même 5 à 8% des enfants à peu près. Alors dans le monde et dans les pays occidentaux notamment, mais aussi 2% des adultes. Souvent on pense que le TDAH c'est une maladie de l'enfant. Enfin, c'est pas une maladie. C'est un trouble classé dans ce qu'on appelle les TND et troubles neurodéveloppementaux, aux côtés par exemple des troubles du spectre de l'autisme, des dyslexies, etc. Donc en fait c'est caractérisé par le fait qu'il y a on va dire un développement du cerveau qui est différent, on va dire, de entre guillemets la norme. Ok. Et donc au final, quels sont les symptômes? Quand est-ce qu'on se dit peut-être que mon enfant souffre de ces troubles? Parce que j'imagine que tous les parents qui regardent cette vidéo sont en train de se poser la question là maintenant. Donc quels sont en gros les symptômes? Excellente question. Il faut savoir déjà que le diagnostic de TDAH, il est clinique. C'est-à-dire que ça va être une anamnèse, un interrogatoire poussé qui va pouvoir déterminer si on est sur ce diagnostic ou pas. C'est qu'il n'y a pas de prise de sang ou voilà, exactement. Pour confirmer, pas de prise de sang pour confirmer, plus exactement affirmer d'autres problèmes. Par exemple, on peut faire une analyse autour de la thyroïde ou du fer aussi qui peut amener des difficultés attentionnelles. Donc ça fait partie des points préthérapeutiques par exemple. Mais effectivement, le diagnostic est clinique et attention aussi, on va beaucoup des aspects de bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic, ça marche pas comme ça. Le bilan neuropsychologique, il permet pas de faire le diagnostic, il permet en fait de mieux comprendre comment la personne qui a un TDAH fonctionne en fait dans le quotidien. Et donc au final, comment on fait le diagnostic? C'est quoi les symptômes? Alors un TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, en fait c'est caractérisé par un trépied clinique. Donc vous avez déjà les problèmes d'attention, l'inattention, vous avez l'impulsivité, et vous avez l'hyperactivité. Il faut que vous retrouviez des éléments là sur ces différents champs pour pouvoir faire un diagnostic. Il faut que vous trouviez des éléments à l'âge adulte et des éléments chez les enfants. Il faut qu'on trouve des éléments avant 12 ans, d'où l'importance de pouvoir reprendre l'histoire de la personne. On parle bien de neurodéveloppement et notamment de pouvoir voir la famille autour de comment s'est passé par exemple la scolarité. Par exemple, c'est les bulletins scolaires qui vont être très précieux s'il y a agitation, remue partout, ou aussi des éléments où est dans la lune, n'est pas investi, ne semble pas là, etc. C'est des éléments qui vont être des indices en fait. Donc quand on parle d'inattention, généralement on dit wow, j'ai un problème de concentration. Et en fait, c'est plus que ça. Quand on parle de troubles de l'attention dans le TDAH, en fait, ce qu'on appelle une dysrégulation de l'attention. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes difficultés à pouvoir se concentrer sur les tâches qui ne sont pas très stimulantes. Alors, par exemple, chez les adultes, ça va être la question des tâches administratives, remplir les papiers, faire les impôts, faire le ménage, faire les courses, enfin tous les trucs un petit peu pénibles. ou en fait de l'organisation, mais au contraire, vous avez aussi un aspect hyper focus sur ce qui va être très stimulant. Et donc c'est pas rare qu'on ait des patients qui vont nous expliquer, mais ils sont sur une maquette de Lego, mais ils sont pas capables de rester 5 heures dessus, hyper focus, en se coupant complètement du monde dans lequel ils sont. Donc il y a cette dysrégulation là, du pas assez d'attention sur un certain nombre d'aspects, mais aussi un hyper focus sur d'autres aspects, qui entraînent derrière des déséquilibres importants en termes de régulation de l'attention. Souvent c'est ça, les parents nous disent par exemple, bah oui mais c'est pas un TDAH parce qu'il est très concentré sur les écrans.
justement si ça peut être un indice de l'hyperfocus, être hyperfocus sur un jeu vidéo par exemple, on peut se poser la question. Et donc ça, comme tu disais, c'est déjà présent depuis l'enfance et ça apparaît pas d'un coup brutalement à 25 ans. Voilà, c'est déjà quelque chose qui persiste en fait depuis l'enfance. Ok. Et à partir de quand est-ce qu'on se rend compte qu'au final ça peut être pénalisant éventuellement dans la vie du quotidien? Est-ce que c'est plus la vie scolaire qui va alerter les parents ou est-ce que c'est les parents eux-mêmes qui s'en rendent compte la plupart du temps? En fait, c'est ça va être plusieurs aspects de retentissement qui vont donner la puce à l'oreille ou pour cas inquiéter. Généralement sur le niveau de l'école, vous allez avoir soit des jeunes qui vont être soit hyperactifs, ils vont remuer, ils vont pas réussir à tenir en place sur leur chaise, donc ça c'est l'aspect hyperactivité. Vous avez également l'aspect d'impulsivité, pas de filtre, du mal à gérer la colère, à gérer les émotions, etc. Donc ça a des impacts généralement souvent au niveau scolaire, au niveau des notes, au niveau de la scolarité. C'est compliqué aussi dans les relations avec les autres, ça peut être particulièrement difficile à supporter pour l'entourage, surtout s'ils sont pas très au clair sur la pathologie ou une des idées reçues, c'est en fait l'enfant il est mal élevé quoi. C'est pas du tout ça en fait. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec un psychiatre? Obligatoirement un médecin psychiatre ou est-ce qu'une psychologue ou quelqu'un d'autre éventuellement Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Déjà, faut avoir en tête que ça peut exister, que c'est pas un problème d'éducation, que c'est pas quelque chose qui est responsable, qui est dû à une mauvaise éducation parentale. Oui, une culpabilité. Déjà pas de culpabilité. Mal fait les choses, c'est de ma faute. Voilà, exactement. Parce que souvent on retrouve cet aspect-là. Puis souvent c'est ça qui est renvoyé en fait aux parents. Et est-ce qu'il y a des facteurs favorisants? Ouais, alors peut-être des points sur l'origine. En fait, c'est une origine plurifactorielle. Donc, tu as à la fois des éléments génétiques. Donc, il n'y a pas le gène du TDAH, mais tu as un agrégat génétique. Par exemple, c'est pas rare que quand on commence à faire les démarches diagnostiques avec l'enfant, le parent dit tiens, ça me rappelle des choses sur ce que j'ai vécu, etc. Mais tu as aussi des éléments qui sont en rapport avec l'environnement. Par exemple, d'avoir subi des stress ou des carences, etc. Et puis, il y a des questions de tempérament, c'est mon téléphone. Donc pour faire le diagnostic, il faut que tu retrouves des éléments dans les différentes dimensions qui sont posés par un médecin. Alors ça peut être un psychiatre, ça peut être un neurologue aussi, pédiatre aussi peut réaliser cette démarche diagnostique. Il faut que tu aies des éléments, il faut qu'il y ait un retentissement significatif, il faut que tu aies des éléments avant l'âge de 12 ans. Il faut aussi prendre en compte la maturité de l'enfant parce que un petit de 3-4 ans, tu vas retrouver des éléments assez caractéristiques du TDAH du fait de la maturité cérébrale. Et puis aussi de faire attention de ne pas se laisser piéger par les formes de TDAH où il n'y a pas d'hyperactivité. Et notamment des jeunes qui vont avoir, par exemple, plutôt être dans la lune, être pas concentrés en cours, et géants qui passent relativement inaperçus. C'est souvent le cas des filles en fait. Ok. Est-ce que c'est un diagnostic qui se fait rapidement? Est-ce qu'en gros on fait une consultation, une séance et on sort avec le diagnostic? Ou est-ce que ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs années, un petit peu comme d'autres maladies qu'on avait parlé dans d'autres vidéos d'ailleurs, comme les troubles bipolaires? C'est moins compliqué à faire le diagnostic, ça peut se faire assez vite quand même, mais à condition d'être assez exhaustif. C'est-à-dire tu vas explorer les éléments diagnostiques, des éléments d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité, le retentissement dans l'historique, et puis aussi il faut que tu screenes les autres problématiques de neurodéveloppement psychiatrique qui peuvent aussi se recouper. Et donc imaginons le diagnostic est fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on débute un traitement? Est-ce qu'il y a un suivi mensuel? Qu'est-ce qui se passe? La grande question, effectivement, après, parce que une des grandes craintes qui est très connue, c'est qu'est-ce que ça change en fait? Déjà, c'est de pouvoir nommer la difficulté qui arrive, et c'est déjà un soulagement généralement pour les parents et pour les personnes concernées. Faut savoir qu'en première intention, c'est pas forcément médicament. C'est déjà mettre en place tout un ensemble de stratégies dites non médicamenteuses. Alors ça, déjà sur les aspects ce qu'on appelle la psychoéducation, comment ça fonctionne le TDAH, quelles sont les origines, qu'est-ce que ça peut amener en termes de conséquences, comment on prévient ça, etc. Aussi, il y a un aspect aussi d'entraînement aux compétences parentales, par exemple, qui peuvent être faits, comment on gère l'impulsivité, comment on gère l'hyperactivité. Alors c'est valable pour les parents, mais aussi à l'école, les aménagements scolaires qui sont possibles. Ça, c'est important aussi de pouvoir sensibiliser l'environnement
à la présence de ce trouble-là pour justement essayer de limiter dans la mesure du possible les aspects d'exclusion, de mise à l'écart ou de discrimination qui sont assez courantes malheureusement quand on n'est pas à l'aise avec ce trouble-là. C'est tout ce qui est appelé de la gestion émotionnelle, des aspects aussi de la gestion de l'hygiène de vie, parce qu'il y a souvent des troubles du sommeil associés. Attention aussi sur l'aspect de l'activité physique qu'il faut maintenir au moins 3 fois par semaine. L'alimentation, il n'y a pas d'alimentation spécifique, mais attention, il peut y avoir des éléments autour de l'alimentation qui peuvent être déréglés. Donc au final, il y a toute une adaptation en fait qui se fait dans un deuxième temps. Et est-ce qu'il y a des risques particuliers, des mises en danger par exemple? C'est ça exactement. Alors le problème d'un TDAH non traité avec ou sans médicaments, c'est effectivement un parcours scolaire qui va être chaotique, ça va être des complications anxio-dépressives à l'âge adulte, ça va être des conduites addictives souvent présentes, des notions d'addictologie importantes. Alors toi qui es urgentiste, des gamins qui reviennent souvent aux urgences parce qu'ils sont blessés, ils sont cognés, etc. C'est des indices aussi. Des alertes. C'est des alertes qui vont dire est-ce qu'il y a une problématique de ce type-là. Donc c'est assez important parce que ça peut être le point de départ d'évolution d'autres maladies et d'autres choses. Par exemple, si on a un trouble addictologique, aujourd'hui, il faut absolument chercher si derrière il n'y a pas un TDAH. D'accord, parce que ça se trouve, c'est une modalité adaptative. Important aussi, il faut repérer s'il y a d'autres problématiques psychiatriques. Il faut savoir qu'il faut déjà les traiter en premier. Il faut déjà traiter les troubles psychiatriques et puis après aller traiter le TDAH. D'accord. Et est-ce qu'au final, donc, tu peux nous parler un peu plus du médicament? Alors le médicament spécifique du TDAH, c'est le méthylphénidate qui fait couler beaucoup d'encre, qui continue d'ailleurs à faire couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que c'est identifié comme c'est un psychostimulant. Il est identifié sur la liste des stupéfiants. Alors, attention, ces stupéfiants, c'est une modalité administrative, c'est-à-dire qu'il y a une protection par rapport à une réglementation autour de la délivrance. Ça ne dit pas qu'il est plus dangereux qu'un autre. Dans le cadre, en tout cas médical, c'est un traitement relativement sûr et qui ne génère pas de toxicomanie par la suite, parce que c'est des idées de reçus qu'il y a. Ça en effet, j'imagine qu'il y a plein de parents peut-être qui regardent cette vidéo qui disent mon enfant vient d'être diagnostiqué TDAH et j'ai peur de lui donner ce traitement là parce que ils ont peut-être lu des choses ou sont peut-être inquiets par rapport à ça et donc en tout cas il y a plus d'effets bénéfiques à prendre le médicament. Si l'indication elle est posée, pareil, l'indication elle est médicale, elle va être en fonction du bénéfice-risque. C'est un médecin qui pose. C'est ça, c'est effectivement, c'est pas une décision à prendre tout seul, il faut vraiment se fier, que c'est un dialogue avec le médecin qui évalue effectivement qu'il y a un bénéfice dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'on attend du méthylphénidate? En fait, c'est un traitement qui va réguler la tension. Moins de dispersion et moins d'aspect hyperfocus, de pouvoir aider à concentrer sur la journée. Il faut savoir que ça dure le temps de l'imprégnation. Par exemple, la Ritaline libération prolongée, c'est 8 heures d'imprégnation. Donc si tu le prends à 8 heures du mat, c'est jusqu'à 16 heures, mais après, tu n'es plus couvert en fait. Autre avantage aussi, c'est que tu peux fractionner facilement, tu peux l'arrêter facilement aussi. Il n'y a pas de risque de dépendance ou d'effets secondaires suite à l'arrêt de certains médicaments? Non, justement non, c'est relativement simple de réglage. Si par exemple, tu n'as pas besoin pendant le week-end et les vacances, c'est pas un souci de l'arrêter. Est-ce que c'est un médicament qu'après il faut prendre toute sa vie? Pas forcément. Pas forcément. Non, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2% des adultes qui avaient ce trouble-là. Ça ne veut pas dire que le TDAH n'existe plus, parce qu'en fait, on est avec le TDAH, il va plus ou moins s'exprimer avec la maturité, etc. Pour beaucoup de gens, ils vont apprendre finalement à faire avec. Ça peut ressurgir des fois, on peut le voir sur le cadre de burn-out par exemple. On peut se poser la question derrière, est-ce que c'est pas un épuisement justement par des stratégies d'adaptation d'une problématique attentionnelle, par exemple. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on a d'ailleurs fait une vidéo ensemble sur le burn-out et je mets le lien juste en haut, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez voir la vidéo. Le TDAH, c'est un trouble qui existe, c'est un trouble qui nécessite une démarche diagnostique, notamment médicale, attention à l'aspect d'autodiagnostic. Si un traitement par méthylphénidate, vous en parlez à votre médecin, il y a beaucoup d'idées reçues et c'est un traitement très bénéfique et prendre en charge le TDAH tôt, c'est aussi pouvoir éviter des complications ultérieures, donc on a tout intérêt à mieux le connaître. Notamment des vidéos qu'on peut voir sur internet rapidement. Faites le diagnostic en 3 secondes avec moi si vous avez le TDAH ou pas, répondez à ces 3 questions, ça on laisse tomber, c'est possible, il faut voir directement un professionnel de santé adapté. Voilà, tout à fait, donc j'espère que cette vidéo permettra de mieux connaître en tout cas ce trouble encore assez mal connu. Oui, tout à fait. Merci beaucoup David, c'était vraiment super sympa comme d'habitude. Posez vos questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir comme d'habitude. Bien sûr le petit pouce pour soutenir la chaîne et moi je vous dis à la prochaine
et merci David. Merci, à plus. salut.